Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, dernière lecture. Je suis toujours à la bourre, mais mon rythme de lecture a l'air de se ralentir un petit peu ces derniers temps, donc ça va se rattraper tranquillement. Et je suis absolument ravie parce que j'ai plein de petites pépites à vous présenter aujourd'hui. J'ai fait de très chouettes lectures fin du mois d'août, début du mois de septembre. Et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Je pense que c'est aussi pour ça que les choses ont tendance un petit peu à se ralentir ces derniers jours, ces dernières semaines. Et puis parce que le rythme de la rentrée, les choses de grandes personnes à faire, etc. prennent un petit peu plus de temps et m'en laissent du coup un petit peu moins pour lire tout simplement. Cela étant dit, je ne me plains pas de mes lectures actuelles non plus, donc c'est juste le rythme qui prend un petit peu plus son temps et ça arrive et c'est pas grave. Et ça peut pas être toujours à un livre par jour tout le temps parce que sinon juste le cerveau explose. Donc c'est bien aussi d'avoir des petits moments un petit peu plus tranquilles. Bref, il y a comme d'habitude pas mal de fantasy, il y a un petit peu de science-fiction, beaucoup de réécriture et un petit peu de contemporain, donc on va ratisser assez large. J'ai comme toujours 5 livres à vous présenter et je vous propose qu'on commence tout de suite. Et on va commencer par du lourd et de la science-fiction et mon dernier coup de cœur en date en la matière, bien évidemment La Galaxie vue du sol, le 4e volume et le dernier des Voyageurs de Becky Chambers qui est publié aux éditions La Talente, qui est très joli et que j'ai dévoré avec grand plaisir à l'occasion du challenge de la Palle en déroute. Je vous en ai un petit peu parlé lors du bilan de celui-ci, mais je voulais y revenir un petit peu plus précisément. C'est donc un tome qui s'inscrit dans la série des Voyageurs que vous voyez juste là, où à chaque fois ce sont des tomes compagnons et on va suivre une facette différente de cet univers de science-fiction positive avec à chaque fois des questionnements et des contextes très différents. Ici typiquement on va se retrouver dans une espèce d'auberge interplanétaire qui est un relais où les individus viennent se reposer entre plusieurs étapes de voyage interplanétaire et qui va se retrouver être un petit peu perturbé quand il se passe des choses pas très sympathiques au niveau de son atmosphère, ce qui va faire que toute cette planète va être remise en embargo, plus personne ne doit en rentrer ou en sortir, et les gens qui viennent d'y atterrir, qui pensaient y passer quelques heures avant de poursuivre leur chemin, vont se retrouver bloqués pour une durée indéterminée. On va suivre notamment l'aubergiste qui tient cet établissement et qui a très à cœur d'accueillir toutes les espèces dans leur diversité, dans la tolérance et de faire en sorte que son établissement convienne au mieux à tout le monde. On va suivre également son fils qui est, malgré le fait que c'est un extraterrestre, un adolescent dans toute sa splendeur et dans tout ce que ça peut avoir de beau et d'affreux globalement. Et on va suivre différents individus de différentes espèces qui sont arrivés dans cette auberge à ce moment-là, leurs relations, les choses qui fonctionnent, les choses qui ne fonctionnent pas dans celle-ci, et c'était absolument passionnant. C'est un huis clos très particulier et où on voit bien toute la diversité et toute la complexité des relations interespèces du coup, mais des relations en général, et c'est une des choses que j'ai trouvé le plus incroyable dans ce récit, c'est que au contraire des précédents volumes, il n'y avait absolument aucun personnage humain dans ce tome des Voyageurs, et à un moment donné je me suis dit que peut-être ça allait être compliqué pour moi de m'attacher aux personnages, de comprendre leurs enjeux, parce qu'ils étaient vraiment très loin d'enjeux humains finalement, et malgré tout je trouve que l'autrice réussit le tour de force un petit peu de maintenir l'équilibre entre des personnages qui ne sont pas du tout humains de par leur morphologie, de par leur métabolisme, de par leur culture, de par leur société, mais qui ont des enjeux qui peuvent parler à tout le monde et aux lecteurs humains que nous sommes, bien évidemment. Et c'est assez fou, je trouve, de réussir à maintenir cette dualité-là tout le long du récit, et ça pousse, je trouve, cette question de la compréhension de la différence et de l'acceptation de la différence jusqu'au bout, parce que c'est un des problèmes qui est souvent soulevé dans les discriminations, etc. Cette différence, la façon dont elle peut être perçue par des gens qui ne l'expérimentent pas. Et là, très clairement, c'est le cas dans ce récit, parce que je pense que personne parmi vous ne peut expérimenter les choses comme ces extraterrestres à plein de niveaux, mais malgré tout, je pense que
si vous vous plongez dans ce récit, vous serez en capacité de comprendre leurs enjeux, leurs problématiques, pourquoi est-ce que telle ou telle chose leur pose souci, même si c'est pas des choses qui vous posent souci à vous. L'empathie fonctionne extrêmement bien et encore une fois, je trouve que c'est une réussite en la matière. On va donc, vous l'aurez compris, parler d'échanges, d'apprentissage des cultures des uns des autres, de ces aspects les plus positifs avec vraiment une élévation et une émulation très très cool, et puis des choses un petit peu plus négatives où typiquement il y a parmi les personnages une culture qui n'est pas hyper bien vue a priori dans cette galaxie et qui du coup n'est pas très bien connue, n'est pas très bien acceptée et pose un certain nombre de problèmes typiquement au personnage qui en est issu et qui fait face à plein de barrières culturelles et notamment au fait de devoir répéter et réexpliquer de façon répétée tout ce qui fait son individualité, tout ce qui fait sa culture, le pourquoi du comment, sa physiologie, etc. Alors qu'a priori, tous les autres connaissent un petit peu les cultures des uns et des autres, sauf de celle-ci. Et donc on voit bien la fatigue de cet individu face à ce traitement injuste et tout ce qui en découle. Et encore une fois, c'était absolument passionnant et très largement transposable à plein d'autres situations, bien évidemment. Et donc voilà, ça va parler de tolérance, mais d'intolérance, de xénophobie diverses et variées, et de leurs origines diverses et variées également, mais c'était très 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 bien vu. Sur des notes un petit peu plus joyeuses, on va gentiment parler des humains et se foutre un petit peu de leur tronche, vu que il n'y en a absolument aucun dans ce récit, et on va notamment parler du rapport très étrange des humains au lait et au fromage d'une autre espèce de mammifère que ce qui dégoûte largement tous les autres individus des espèces en présence ici. On va également aborder par des biais que j'ai trouvé très intéressants la surdité et le rapport au son, à l'analyse des sons, et est-ce que ça fait pour une personne sourde de naissance d'avoir un implant qui traite plus ou moins les sons de son environnement pour lui retransmettre, mais d'une façon qui ne sera jamais exactement similaire à la perception du son d'une personne entendante, et des différences et de la richesse que ces différences peuvent impliquer, mais du fait qu'il faille également les prendre en compte parce que bien évidemment ça change un certain nombre de choses. On va parler de la liberté de disposer de son corps et de choisir de faire des enfants ou non, et ce même sans raison particulière, sans avoir à donner d'explication, de justification particulière, ce que j'ai trouvé absolument passionnant et nécessaire, surtout par les temps qui courent aux États-Unis, n'est-ce pas? Bien évidemment, ça va être l'occasion de parler de conflits, que ce soit entre deux ou plus d'individus, et de leur éventuelle résolution et de relations de manière générale et de comment les maintenir, les équilibrer, et encore une fois, c'était absolument formidable. Bien évidemment, j'ai versé ma petite larme à plusieurs reprises dans le récit. J'ai trouvé certains passages absolument incroyables. Les messages étaient formidables. J'ai passé un excellent moment. J'ai absolument adoré ma lecture. Vous vous en doutez, c'est un énorme coup de cœur comme pour tous les romans de Becky Chambers. J'attends avec énormément d'impatience l'annonce de ses prochaines parutions parce que c'est la dernière à ce jour et ça me rend très très triste, même si je suis ravie de l'avoir découvert. Si vous n'avez pas encore tenté l'autrice et que vous appréciez la science-fiction ou que vous avez envie de vous laisser tenter, je ne peux que vous la recommander, bien évidemment. Ça reste pour moi une des références en la matière. Ensuite, autre lecture non moins cool, on a lu en lecture commune avec Lucie et Natcha Cœur de sorcière de Geneviève Gornichek aux éditions Sabran, donc un label de De Saxus qui est très 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 joli, qui est un très très chouette jaspage. Je préfère la couverture de la jaquette à la couverture du dessous, mais néanmoins l'objet livre est plutôt sympathique et la traduction globalement de qualité, ce qui est à souligner, n'est-ce pas? J'ai, comme je le disais, beaucoup apprécié ma lecture et cette lecture commune qui était très chouette, qui s'est bien enchaînée, et ce malgré la structure un petit peu particulière du récit puisqu'il n'y a absolument aucun chapitre dans ce roman, c'est-à-dire qu'il se découpe globalement en 3 grandes parties et la première fait pas moins de 217 pages. Donc si vous voulez vous arrêter très régulièrement, il faudra le faire à votre propre estimation parce que personne ne vous aidera dans votre lecture à ce niveau-là. Mais cela étant dit, ça ne m'a pas autant gênée que ce que je pensais. J'ai eu un petit peu peur honnêtement quand j'ai commencé à lire et que par habitude j'ai regardé dans les pages suivantes où s'arrêtait le premier chapitre et que j'ai enchaîné les pages, que j'ai tourné 50, 60,
100 pages sans voir absolument aucune séparation et que je me suis rendu compte que ça allait être extrêmement long. Finalement ça se lit très vite et c'est pas du tout dérangeant dans le rythme de lecture et voilà, même de fait de s'arrêter en plein milieu d'une partie, comme il y a pas mal de changements au niveau de la chronologie avec parfois des moments où on suit les choses un petit peu au jour le jour et puis des moments où on est sur des temps un petit peu plus longs qui passent sur un paragraphe par exemple. Ça permet d'aérer un petit peu plus le récit à ce niveau-là et finalement ça s'équilibre plutôt très bien et le style est très fluide et ça se lit très bien également. Globalement on va suivre du coup une sorcière qui va s'exiler dans les bois un petit peu à distance d'Asgard puisqu'on est dans une réécriture de mythologie nordique. Elle sait pas très bien ce qu'elle fait là au départ, elle a un peu perdu la mémoire et Loki va débarquer sur cet entrefait pour lui rendre son cœur qu'a priori elle avait égaré en route. On se rend rapidement compte que elle n'a pas été très bien traitée par les Asgardiens et globalement par Odin qui est un petit peu le pendant nordique de Zeus et que je qualifierais largement de gros con de cette histoire avec quelques autres que je ne détaillerai pas parce que ce sera un petit peu plus spoilant mais Odin c'est vraiment dès le départ et c'est probablement le pire. Bref, et on va suivre du coup l'histoire de cette femme, de sa reconstruction, de comment elle va vivre sa vie toute seule perdue dans la montagne, ce qu'elle va en faire et de sa relation avec Loki qui continue à venir lui rendre visite sans avoir de cœur à lui rendre par la suite mais juste pour le plaisir de la discussion parce qu'ils ont des discussions assez sympathiques ma foi. C'est très chouette de les voir évoluer, de voir comment tout ça va se tisser. Il y a une petite romance qui va gentiment se mettre en place parce que si vous connaissez un petit peu la mythologie nordique, c'est la mère des enfants de Loki et on va voir du coup comment tout ça va se goupiller et va devenir. Et c'était très chouette. C'est assez intéressant parce que c'est un point de vue très différent sur la mythologie nordique. Alors c'est pas celle que je maîtrise le plus, j'ai un tout petit peu de notions mais beaucoup moins que pour la mythologie grecque par exemple, ce qui est d'ailleurs quelque chose que je vais essayer de rattraper ultérieurement. Et du coup on voit plein d'événements assez marquants de cette mythologie mais de façon très extérieure puisqu'on ne suit que le point de vue de cette femme, de cette sorcière et qui voit parfois débarquer Loki qui revient d'on ne sait quelle magouille dans un état plus ou moins étrange. Parfois il revient en cheval, parfois il revient blessé, parfois il revient de façon extrêmement bizarre et on peut du coup rassembler un petit peu les fils et comprendre où on en est dans la chronologie et dans la mythologie d'une manière générale. Et c'était assez bien fichu d'avoir ce point de vue très intimiste sur cette sorcière, sur sa maison, sur sa vie et très lointain sur finalement les grands héros de cette mythologie qu'on voit d'un œil un petit peu moins clément, un petit peu moins sympathique du coup, mais très intéressant je trouve. Il y a des parties qui résonnent en plus un petit peu avec d'autres choses de la pop culture, typiquement Loki qui ramène son cœur à la sorcière, ça m'a largement fait penser à Blanche-Neige et le chasseur dans un paradigme très différent, mais il y a des éléments qui quand même je trouve étaient assez marqués pour les deux. Et c'est assez drôle de voir ces parallèles qui peuvent se tisser entre ces différents médias. J'ai beaucoup apprécié voir le personnage de Loki, même si encore une fois on ne suit pas son point de vue, on le voit d'un œil extérieur mais très intéressant et on se rend bien compte que sa place à Asgard est un petit peu compliquée globalement. C'est le dieu ostracisé, c'est le dieu de la malice qui n'est pas très bien vu par ses pairs du fait de tous les coups pendables qu'il leur fait, mais c'est un peu difficile de savoir qui de l'œuf ou la poule a commencé. Est-ce que il a commencé à faire des tours ou est-ce qu'il était ostracisé donc il a fait des tours? Et c'est une dynamique que je trouve très intéressante et la façon dont elle est amenée également. De même on a cette ambiguïté de Loki qui est assez marquée, que ce soit dans sa façon d'être, dans son caractère, avec des moments où il est extrêmement joyeux, plein d'entrain, et d'autres où il est beaucoup plus renfermé, on peut le voir en colère, etc. Et encore une fois, je trouve qu'il est très bien caractérisé dans tous ses aspects, et pour le côté ambigu qu'il peut avoir d'une manière générale dans son corps avec ses différentes métamorphoses, dans son genre ou dans sa sexualité, puisqu'il est dit qu'il est attiré par les hommes aussi bien que par les femmes, et c'est une grande part à mon sens de ce personnage, de ce dieu, et j'ai trouvé très cool que ce soit bien mis en avant dans cette réécriture. C'est un livre qui est très étrange dans son ton parce que très lent à se mettre en place, on a vraiment ce côté tranche de vie. Lucie disait que ce n'était pas sans rappeler Circé de Madeline Miller, et effectivement on a ce côté presque huis clos avec cette sorcière et son quotidien et les petites choses qu'elle fait qui sont pas
extrêmement grandiloquentes, extrêmement impressionnantes, mais qui sont très chouettes à suivre malgré tout et qui s'enchaînent très bien et qui traînent pas du tout en longueur très étonnamment. Et d'un autre côté, on a quelques moments d'action, quelques moments de rebondissement et notamment la fin où ça s'enchaîne beaucoup plus vite et où on est très loin de ce côté un petit peu cocon du début et où les injustices et les côtés révoltants sont vraiment le cœur de l'action et où c'est absolument affreux. Il y a vraiment des moments qui sont très durs à lire mais qui sont très très bien faits et qui sont très cohérents avec toutes les choses qu'on a amenées précédemment et la façon dont on en arrive là finalement. Donc c'est un livre qui est très particulier dans sa construction, dans son rythme, etc. mais qui je trouve est très bien maîtrisé et qui fonctionne très bien dans l'ensemble. Donc pour moi c'était une réussite. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture. C'est une très bonne introduction à la mythologie nordique si vous n'y connaissez pas grand chose. Peut-être qu'il y a des petites références qui vous passeront au-dessus de la tête et notamment pour les aventures de Loki. Il y a peut-être des choses que vous remettrez pas dans leur contexte mais c'est pas grave pour comprendre le fin mot de l'histoire et le pourquoi du comment et l'implication de tous les personnages. Et ça suffit pour voilà, juste avoir une porte d'entrée et savoir un peu qui est qui et éventuellement vous informer un petit peu plus par la suite si ça vous intéresse. Je me pencherai avec grand plaisir sur les autres romans de l'autrice. Je sais qu'elle va sortir un autre livre un petit peu dans le même style. Je sais pas si c'est toujours de la mythologie nordique, mais la couverture est relativement similaire, donc on doit rester en tout cas dans ce côté ouais, celte nordique, je pense. Et il m'intrigue beaucoup, j'ai très hâte, je vous en reparlerai quand je le lirai. Et en parlant de mythologie celte, la transition est impeccable puisque pour Explora Livre, avec notamment Juliette et Lucie et pas mal d'autres sur le Discord et en live, on a lu au mois d'août Le Chant des Géants de David Brie aux éditions de L'Homme sans nom qui est très joli. J'ai pas mal de hardback à vous présenter aujourd'hui et globalement ce sont plutôt des objets de livres fort sympathiques donc c'est très chouette. C'est donc pour moi le troisième roman de l'auteur que je découvrais. J'ai déjà lu Le garçon et la ville qui ne souriait plus et Que passe l'hiver que j'avais globalement bien apprécié. J'aime beaucoup l'écriture de l'auteur mais qui m'avait un petit peu gênée par certains aspects et notamment par le rythme que je trouvais parfois un petit peu inégal et les personnages qui m'avaient pas absolument transcendé. J'étais très curieuse de découvrir celui-ci parce que j'en avais entendu de très bons retours et le résumé m'avait bien vendu parce qu'on voyait qu'on allait se lancer dans une mise en abîme, un procédé que j'apprécie pas mal en fantasy et notamment quand il est question comme ça de légendes celtiques et de ce genre d'ambiance. Je trouve que ça fonctionne souvent très bien. Et alors initialement, en plus je l'ai commencé un petit peu tard pour l'Explora Livre, j'étais vraiment à la toute fin du mois d'août et un petit peu dans le rush. J'ai eu un petit peu de mal à me mettre dedans parce que pour le coup, à contrario du précédent, il y a pas mal de chapitres très courts, mais qui commencent avec énormément de noms de personnages introduits. Et au bout de 2 ou 3 chapitres, j'ai un peu phasé en me disant que j'avais retenu absolument aucun des noms qu'on m'avait balancé à la figure et que ça allait être un petit peu compliqué par la suite. Et j'avais laissé le bouquin en mode c'est pas pour tout de suite, je suis pas du tout dans l'optique de retenir tous ces noms là etc, ça va pas le faire. J'y suis revenue quelques jours plus tard je crois parce qu'encore une fois j'avais pas trop le temps de traîner en me disant de toute façon il faut que je le lise et il va bien falloir que je comprenne ce que ça raconte. Et finalement ça s'est bien goupillé parce que à part voilà les 2-3 premiers chapitres où c'est un petit peu beaucoup d'informations, après c'est un petit peu plus distillé et on arrive à rattraper les wagons assez facilement et ça m'a plus du tout dérangé après qu'il y ait beaucoup de personnages. Donc c'était plutôt bien géré à ce niveau là parce qu'il y en a quand même pas mal et pas mal de noms avec des consonances qui sont pas forcément hyper faciles à retenir de prime abord mais que j'ai finalement réussi à retenir. Pour ce qui est de l'histoire, c'est assez classique dans le scénario. Globalement, au départ, on va suivre les fils d'un royaume, donc on est dans un territoire celte. Alors il n'y a pas de carte, ce qui est un grand malheur pour moi dans tous les romans de fantasy. Là j'aurais beaucoup apprécié avoir une carte parce que il est un petit peu question de géopolitique et de royaumes différents et j'aime bien pouvoir me représenter les choses à ce niveau-là, donc voilà, ça aurait été cool d'avoir une carte, mais en tout cas on va suivre 2 princes d'un royaume qui sont en visite dans le royaume voisin pour des questions politiques et qui vont être confrontés à une tentative d'assassinat. Globalement on va leur servir un verre, le prince aîné va le faire goûter à un pecno quelconque qui était là, le pecno va mourir. Tentative d'assassinat caractérisée envers la personne de ce fameux prince, déclaration de guerre entre les 2 royaumes et voilà, après tout va de mal en pis et
En parallèle de ça, on va avoir une espèce de brume un petit peu mystérieuse qui se répand dans les royaumes et qui avale des villages et des gens qu'on ne voit jamais en ressortir et qui n'a pas l'air de très très bon augure, d'autant que c'est un monde qui repose a priori sur les rêves des géants, d'où le titre, qui sont des espèces de divinités endormies depuis très longtemps et qui rêvent et par leurs rêves font arriver certaines choses et construisent le destin des gens globalement. Donc il y a tous ces fils qui vont se tisser dans l'intrigue et on va suivre particulièrement les deux princes, ou plutôt un des deux princes du royaume qui a été victime de cette tentative d'empoisonnement, qui se retrouve mêlé à cette guerre qui s'annonce et à toutes les implications qu'elle va avoir et qui essaye d'apaiser un petit peu les choses et de voir s'il n'y a pas d'autres solutions et de trouver aussi un petit peu le pourquoi du comment de la brume et la solution de tout ça, et qui voit les choses s'envenimer sans qu'il puisse y faire grand chose. Et voilà, c'est un petit peu la course contre la montre à ce niveau-là, et c'était plutôt bien fichu en termes de chronologie. Alors c'est pas du tout linéaire, il y a des moments où il y a des ellipses, il y a des moments où on revient un petit peu en arrière, il y a des moments où on sait pas trop où on en est en termes de chronologie, mais ça restait étonnamment assez clair et assez clair dans le récit. Et encore une fois, c'est pas quelque chose qui m'a du tout dérangé dans ma lecture. J'ai encore une fois beaucoup apprécié l'écriture de David Brie, qui est très chouette, qui fonctionne extrêmement bien dans ce type de récit, qui pose, je trouve, très bien l'ambiance celte et ce côté un petit peu légende, ce côté mise en abîme également, qui est très bien rendu. C'est, si vous en aviez le moindre doute, un récit de guerre, hein, c'est un petit peu le clou du spectacle, le gros de l'intrigue, et c'est pas forcément ce que j'apprécie le plus du tout, et j'ai souvent du mal avec ce type de récit de par le fait que dans une grande partie des cas, les combats sont assez brouillons, assez peu clairs, et on sait pas trop ce qui se passe jusqu'à ce que quelqu'un meure et on se demande comment il en est arrivé là, en gros. Et là, au contraire, les combats étaient, je trouve, très clairs, assez cinématographiques, et on savait exactement où on en était, qui était qui tapait qui était en mauvaise posture, etc. Et c'est une grande réussite, je trouve, dans ce genre de récit, surtout quand c'est vraiment le cœur de l'histoire, et c'est mieux quand c'est bien fait, vous allez me dire, mais là c'était vraiment le cas et ça fonctionnait très bien. Donc si vous appréciez ce type de récit un petit peu guerrier, de légende, etc., c'est vraiment très bien réussi à ce niveau-là, je trouve. Les enjeux fonctionnent plutôt pas mal, c'est assez classique dans le genre, encore une fois. Il est question de fraternité et d'amour, de trahison, de vengeance et de tout ce qu'il y a entre les deux, globalement. Ce que je regrette un petit peu, c'est finalement les personnages qui manquent un petit peu de développement et de consistance. Cela étant dit, pour moi, ça tient beaucoup à ce côté vraiment légende, récit épique, où effectivement les états d'âme des personnages n'étaient pas forcément le plus important, et c'est clairement le cas ici. Donc l'un dans l'autre, pour le genre, c'est plutôt une bonne réussite. La mythologie était assez cool, même si pas hyper développée, et ça fonctionnait plutôt très bien, c'était très efficace, ça se lisait très vite. Je l'ai vraiment pas mal enchaîné. Petit regret pour la fin qui, à mon sens, est un petit peu facile et un petit peu rapide surtout. Vu toute la mise en place en amont, ça aurait mérité un tout petit peu plus de développement à mon sens. Mais dans l'ensemble, c'était une chouette lecture. C'est mon préféré de l'auteur pour l'instant. Je trouve que vraiment ça fonctionne très bien pour ses qualités d'écrivain, donc en termes d'écriture, en termes de rythme, en termes de narration, c'est vraiment ce qu'il sait faire de mieux à mon avis. Donc si vous cherchez une petite fantaisie celtique en mode voilà un petit peu récit épique, légende, c'est très efficace en la matière. Petit virage à 180 degrés en termes de genre, et vous allez peut-être entendre la pluie parce que ça tombe sévère et le vent souffle fort et c'est l'automne, mais ça va vous mettre dans l'ambiance peut-être, je ne sais pas. J'ai lu avec grand plaisir Love Theoretically de Ali Hazelwood, qui est le dernier paru de l'autrice que je me languissais de découvrir, que j'avais également mis dans ma palette des routes. Pareil, je vous en ai un petit peu parlé à l'occasion du bilan, mais je voulais y revenir parce que on n'a jamais trop de retour sur Ali Hazelwood. Et encore une fois, je me répète, mais j'ai absolument adoré ma lecture. C'était formidable. Je l'ai littéralement bouffé encore une fois et j'ai adoré. On va suivre Elsie, qui est une physicienne. Comme tous les personnages féminins de l'autrice, c'est une femme scientifique qui est donc dans le milieu académique, puisque après avoir passé son doctorat, elle se retrouve à donner des cours, et c'est pas
très facile globalement, et elle est payée une misère, raison pour laquelle elle doit aussi travailler comme fausse petite amie sur une application où en gros des hommes vont payer pour qu'elle soit leur date pendant une soirée pour tel ou tel événement, etc. Ça fonctionne plutôt pas trop mal, d'autant qu'elle est très douée pour se mettre dans la peau de ce que les personnes avec qui elle est veulent et en gros devenir la personne qu'ils ont envie de voir. Et donc on a au départ cette espèce de fake dating, mais qui est très loin des précédents romans de l'autrice en la matière, puisque c'est pas du tout la question de la romance pour le coup. Et au début du récit, elle va être pressentie pour un poste au MIT, je crois, qui l'intéresse énormément et pour lequel elle va passer les sélections, et quelle n'est pas sa surprise en voyant que dans le jury pour lui décerner ce poste se trouve le grand frère d'un des hommes pour lesquels elle est la fausse petite amie, qui ne sait pas qu'elle est physicienne parce que bien évidemment elle ne mélange pas ces deux aspects de sa vie, ce qui va poser un certain nombre de problèmes et qui va bien évidemment amener à une relation qui est tout sauf platonique. Et c'était extraordinairement bien fait, encore une fois. J'ai beaucoup apprécié, d'autant que, à contrario des précédents où voilà, on avait du fake dating, on avait un enemies to lovers avec un espèce de quiproquo et une relation qui s'installait de façon un petit peu plus étrange. Là, on a une relation qui se met en place de façon un peu plus classique, ma foi, ce qui était très chouette à suivre, d'autant que, comme toujours avec l'autrice, les personnages fonctionnent extrêmement bien ensemble. Vraiment, en termes de tension, en termes de relation, c'était absolument génial. Et j'ai adoré les voir interagir, j'ai adoré les voir se rapprocher et j'ai adoré leur relation de bout en bout. J'ai beaucoup apprécié le personnage de Elsie, que j'ai trouvé extrêmement touchant et très attachant. Je pense que j'ai rarement été aussi touchée par un des personnages de l'autrice. Je l'ai trouvé absolument folle, et en termes de construction et en termes de perception, c'était génial, et voilà, en termes de compréhension pareil, c'était assez fou la façon dont elle était construite. Il y a un petit côté enemies to lovers quand même, parce que on reste dans les tropes qu'apprécie l'autrice, même si encore une fois c'est un petit peu plus classique en matière de romance. Et bien évidemment il y a toujours des petites choses qui reviennent par rapport à ses précédents romans. Typiquement les personnages masculins ont toujours un petit peu le même archétype, très grand, très imposant, très massif dans tous les sens du terme. Il y a les meilleurs amis qui ont toujours un petit peu les mêmes relations et les mêmes rôles dans ces romans. Il y a tout ce qui est scènes de sexe explicite qui sont toujours un petit peu construites de la même façon et qui sont un petit peu plus nombreuses dans ce roman d'ailleurs que dans les précédents. Je pense qu'il doit y en avoir 3 ou 4 alors qu'on était plutôt sur 1 ou 2 précédemment. Cela étant dit, encore une fois, c'est des scènes de sexe explicite que je trouve très intéressantes parce qu'elles mettent l'accent sur le consentement, parce qu'elles mettent l'accent sur des relations positives, parce qu'elles mettent aussi en lumière des choses qui sont assez rarement discutées dans les scènes de sexe explicite en matière de romance et d'une manière générale, j'ai envie de vous dire. Et là typiquement il y a vraiment des choses dans la façon dont la relation se met en place et d'un point de vue sexuel notamment que j'ai trouvé très importante à discuter et très importante à représenter. Donc j'étais agréablement surprise de voir ça dans ce type de récit. En parlant des choses qu'on retrouve des tomes précédents, il y a un petit caméo Adam et Olive, donc de The Love Hypothesis, qui était ma foi fort mignon et qui, chose assez rare pour être soulignée, n'était pas cringe comme ça peut être le cas de tomes compagnons où parfois on revoit les personnages des tomes précédents et on ne les reconnaît quasiment pas et où ils sont un petit peu insupportables. Là c'était vraiment pas du tout le cas et c'était très plaisant. Du coup il y a aussi énormément de références à Twilight, qui a priori est une chose assez importante pour l'autrice encore une fois, ce qui était assez drôle, d'autant que début 2024 je crois, elle va sortir une romance paranormale avec des vampires et des loups-garous. J'attends ça avec impatience. Et autre thématique chère à l'autrice, bien évidemment, les femmes en sciences, le sexisme en sciences, l'injustice dans ce milieu et notamment le milieu académique qui n'est pas très sympathique. Là on est aux États-Unis mais je pense que c'est largement transposable un petit peu partout, et de toutes les questions que ça peut soulever et qui sont encore une fois très importantes à dénoncer, à représenter et qui sont très importantes à lire à mon sens. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'apprécie autant les romans de l'autrice, même si c'est accessoire, pas forcément parce que ça prend quand même pas mal de place, mais
c'est des romances avec ce côté un petit peu plus engagé qui n'est ma foi pas inintéressant du tout. On a également un petit peu de représentation LGBT puisqu'il va être question notamment d'asexualité. D'asexualité à romantisme, c'est pas extrêmement développé encore une fois, mais ça a le mérite de poser un certain nombre de questions et notamment en termes de coming out, je trouvais que c'était assez respectueux la façon dont c'était fait. Donc c'était très cool encore une fois. Vous l'aurez compris, j'ai absolument adoré cette romance comme toutes les précédentes de l'autrice. J'attends avec grande impatience sa prochaine parution qui pour le coup est annoncée puisqu'il s'agit de Checkmate qui est à paraître normalement cet automne. Donc je frétille d'impatience, je vous en reparlerai probablement très vite. Encore une fois, si vous n'avez pas encore découvert Ali Hazelwood et que vous appréciez la romance avec des petits twists, avec des thématiques importantes, avec des relations respectueuses, consensuelles et hyper positive, je vous le recommande à 3000%. Et on va finir avec la réécriture d'une relation beaucoup moins consensuelle et positive, mais néanmoins très intéressante à lire. Et c'est donc Medusa, le 3e tome de l'autre côté du mythe de Flora Boukri aux éditions Gulfstream, qui est très jolie ma foi. Je pense que c'est la couverture que je préfère de la série alors que les autres sont très jolies également, et qui est donc, comme son nom l'indique, une réécriture du mythe de Méduse, donc la gorgone qui a été violée par Poséidon dans le temple d'Athéna dans le mythe originel et qui est maudite par celle-ci et transformée en monstre à cheveux de serpent dont le regard peut changer en pierre tous ceux qui croisent sa route globalement, et qui est tué par Persée dans son espèce de reconquête du trône de son père. Et dans cette réécriture, du coup, on va suivre le personnage de Medusa, qui est donc la fille de Phorcys et Ceto, qui sont deux anciennes divinités de l'océan, qui ont gentiment été mises au placard à l'arrivée de Poséidon et à la fin de la titanomachie, quand Zeus et tous ses frères et sœurs ont été victorieux et ont enfermé Cronos et consorts dans leur gouffre pour les oublier. Ils ont laissé ces anciennes divinités libres, mais ce n'est pas sans animosité de leur côté, puisque Phorcys, en l'occurrence, n'est pas ravi de sa déchéance et du rôle qui lui est maintenant laissé, et on veut un petit peu au dieu et notamment à Poséidon puisque c'est le nouveau dieu de son royaume qui va en plus épouser sa nièce, puisque le début du récit c'est le mariage d'Amphitrite et Poséidon, ce qui est donc la fille de Néréus qui est un autre ancien dieu, etc. Ça a l'air très compliqué quand je le dis comme ça, mais c'est beaucoup mieux expliqué dans le roman. Toute la famille est donc conviée aux noces. C'est un petit peu la façon qu'ont trouvé les anciens dieux et les nouveaux de se concilier et de maintenir la paix dans l'océan. Ça a été bien négocié par Athéna, qui est assez proche de la famille globalement, qui était là à l'occasion de la naissance de Médusa, qui ne s'est pas passée sans anicroche et qui depuis a une relation plutôt assez chouette avec elle, à ce côté un petit peu de marraine finalement de cette jeune fille qui est très différente de sa famille et de ses sœurs typiquement, puisqu'elle est mortelle, à contrario des autres gorgones qui ont vraiment ce côté divinité de la mer finalement, et qui a grandi donc un petit peu dans une bulle à être protégée de tout et qui n'est jamais sortie avant de participer à ce fameux mariage où plein de politique va se mêler bien évidemment, parce que encore une fois son père n'est pas du tout ravi de cette union et de ses implications et va le faire savoir haut et fort, ce qui n'est pas apprécié non plus par Poséidon. Enfin, ça va être un joyeux bordel et ça va bien évidemment avoir des conséquences sur les filles, puisque c'est la mythologie grecque et les hommes sont rarement mis face à leurs actions et rarement punis par celles-ci, alors que c'est beaucoup plus facile de les punir par l'intermédiaire de leurs filles, de leurs épouses, de leurs mères, etc. Ça va être le cas ici, et c'était vraiment une réécriture très intéressante de Médusa et du pourquoi du comment elle en est venue là, et de ce qui se passe après, et du rôle d'Athéna dans ce mythe, puisque dans le mythe original clairement elle n'a pas forcément une très belle posture, puisque c'est elle qui punit Méduse, alors que clairement celle-ci s'est fait violer par Poséidon, mais comme c'était dans le temple d'Athéna, elle le prend mal, mais elle le prend mal par Méduse. Poséidon n'est jamais inquiété de ce viol, donc voilà, c'est pas terrible. Alors
A priori, il y a des versions, on en avait un petit peu parlé avec l'une d'entre vous, il me semble, où Athéna transforme Méduse pour qu'elle puisse se défendre et ne plus être victime des hommes. C'est effectivement une interprétation qui est un petit peu plus positive pour la déesse, mais ça posait d'autres questions et pour moi, c'était pas tout à fait satisfaisant à ce niveau-là, alors que je trouve que cette réécriture, cette réinterprétation-là pousse un petit peu plus les choses et beaucoup plus intéressante et beaucoup plus globale à mon sens. Il y a moins de zones d'ombre. Alors il y a des petites choses qui sont pas tout à fait comme j'en avais connaissance dans le mythe, même si c'est pareil, c'est la mythologie grecque, il y a plein de versions différentes et il y en a pas une qui est parole d'évangile en l'occurrence. Typiquement pour les Gorgones, le fait que Méduse soit l'une d'elles et qu'elles soient toutes les trois sœurs, ou le fait que Méduse soit complètement différente, le fait qu'elle soit née comme une Gorgone ou pas, etc. Il y a plein de versions qui diffèrent à ce niveau-là et donc ça jouait un petit peu aussi avec cette ambiguïté dans cette réécriture. Il y a également la place de Zeus qui, comme toujours, ne prend absolument aucune responsabilité à aucun niveau et se lave bien les mains de tout ce qui peut advenir dans le monde globalement. Poséidon, le gros con, on en revient bien sûr à ça. Et il va y avoir plein de choses très intéressantes, encore une fois en termes de réécriture, en termes de traitement des dieux, mais également en termes de thèmes abordés et de la façon dont ils le sont. Typiquement, il y a une discussion géniale sur le viol entre Athéna et Aphrodite que j'ai trouvé absolument incroyable. Il y a toute la question, encore une fois, de la monstruosité de Méduse et de la façon dont elle advient et de la gestion du traumatisme et du post-traumatisme qui est très bien faite à mon sens. Je trouve que c'est vraiment une très bonne représentation en la matière et ça fait alors plaisir à lire, on s'entend parce que c'est du post-traumatique, hein, on est d'accord, mais c'est important d'avoir ce genre de représentation dans ce genre de livre et quand on traite de ce genre de sujet, et là c'est vraiment très bien fait à mon sens. C'est comme pour les précédentes réécritures de Flora Boukri dans ce format-là, un livre où on va suivre 3 arcs différents, le premier du point de vue de Méduse, le deuxième du point de vue de sa sœur et le troisième du point de vue de Persée, le héros qui va mettre fin à la vie de Méduse. Et c'était très intéressant d'avoir ces 3 points de vue qui sont très complémentaires et qui sont alternés par des petits interludes du point de vue d'Athéna qui est aussi absolument passionnant, notamment du fait de sa relation avec Méduse dans cette réécriture en particulier. Et voilà, c'était vraiment pour moi une très belle réécriture, une très belle réinterprétation qui pose les bonnes questions, qui développe des relations de façon hyper intéressante et qui est juste absolument passionnante à lire. Je pense que c'est ma préférée des 3 réécritures de mythes de Flora Boukri, encore une fois. Et si c'est un mythe qui vous intéresse, si c'est un point de vue que vous voulez avoir de façon différente, je ne peux que vous le recommander. Il n'est pas nécessaire d'avoir lu les autres tomes précédents pour lire celui-ci. Ils sont vraiment très indépendants, hein. À chaque fois on suit des mythes qui n'ont rien à voir et qui ne se croisent pas du tout, donc ça pose aucun souci. Mais vraiment, si vous appréciez la mythologie grecque, mais si vous voulez la voir d'un point de vue un petit peu plus féminin et un petit peu plus féministe surtout, je vous recommande extrêmement chaudement ces réécritures. Et voilà, c'en est tout pour ces dernières lectures qui, vous l'aurez compris, étaient extrêmement positives. J'ai vraiment passé de super moments dans ces lectures et j'ai pris énormément de plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu autant que ces lectures pour moi. Je vous remercie comme d'habitude de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent, si vous avez lu d'autres tomes des séries que j'ai présentées ou des auteuristes dont j'ai parlé. Je vous remercie comme d'habitude pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et merci énormément pour tous vos abonnements qui sont toujours de plus en plus nombreux et qui ont fait qu'on a dépassé il y a quelques jours à peine la barre des 1500 abonnés sur cette chaîne qui est absolument folle. Je vais dire ça à chacun des paliers franchis, mais à chaque fois je suis épatée par la rapidité et l'enchaînement de tout ça et toujours aussi reconnaissante, donc merci énormément. Je me posais la question de faire une FAQ à l'occasion de ce palier en particulier et un concours parce que ça fait un moment que ça me trotte dans la tête et qu'il faut que je l'organise. Je pense que si je fais la FAQ, je ferai les deux à peu près en même temps, mais j'avoue que je me suis jamais lancée dans le format de FAQ parce que je ne sais jamais si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, si vous avez effectivement des questions à me poser, parce qu'une fois en question, sans question,
c'est un petit peu laborieux, n'est-ce pas? Donc si vous en avez, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires de cette vidéo. Je pense que je mettrai une petite boîte à questions sur Instagram également à l'occasion de la sortie de cette vidéo en l'occurrence. Et pour le concours pareil, je vais organiser ça comme je vous disais, soit pour la vidéo FAQ, soit pour une vidéo à suivre. Je pense faire plusieurs lots, et notamment des lots de reliés de Saxus que je ne veux pas forcément conserver, donc je vous mettrai des propositions, je pense, à l'occasion du concours. Pareil, il faut que je goupille ça, mais n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées pour le concours en question, de choses qui vous plairaient ou je ne sais quoi. Sinon, je pense que je vais rester sur le très classique, donc ces lots de Saxus et puis peut-être un ou deux lots de livres à choisir dans votre wishlist. Mais si vous avez d'autres idées, je suis bien entendu toujours preneuse. Merci encore une fois pour toutes vos réponses, l'intérêt et l'enthousiasme que vous manifestez pour cette chaîne. Vraiment, ça me ravit de voir que ce que je peux vous proposer vous plaît autant. Donc merci énormément. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.